Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Ce soir, on va travailler sur les hybridations des orbitales atomiques et la géométrie VSEPR. Alors, on a vu la dernière fois donc la configuration électronique. Donc bien sûr, vous devez maîtriser ça avant de travailler sur les hybridations et la géométrie VSEPR. Donc je vous encourage, bien sûr, si ce n'est pas fait, à regarder sur la dernière vidéo là-dessus. Donc je vais vous la mettre en fiche. Et puis, ce qui est super important, c'est que finalement les hybridations, ça vous fait extrêmement peur, mais c'est pas non plus quelque chose de totalement compliqué. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors concrètement, je vais commencer par un schéma assez simple. L'idée, c'est de vous mettre un peu les éléments clés de qu'est-ce que c'est des orbitales, comment ça fonctionne. Alors si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a dit sur la configuration électronique, c'est qu'en fait on a des nuages électroniques et on a des formes. Et ces formes, c'est ce qu'on appelle les orbitales. Et en fait, on a par exemple ici, quand c'est rond, comme ça, c'est les orbitales S. Ensuite, on va avoir différents types d'orbitales qui vont venir s'interférer, etc., etc. Ok. Et ensuite, on va avoir des formes toutes particulières en fonction du type, du coup, de live, etc. Alors du coup, on va aller sur ça, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Alors pour faire simple, moi l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous expliquer comment on fait pour faire des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires, donc par l'hybridation. Mais avant ça, bien sûr, je vous fais un petit rappel tout bête sur la forme et sur la séquence que vous devez maîtriser bien sûr en configuration électronique. Vous avez le fameux... ceux qui ont bien révisé là-dessus, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Vous devez maîtriser cette séquence par cœur et vous devez être capable, avec la règle de Ketchowski, du coup, de pouvoir remplir ces couches aisément. D'accord? Donc vous vous entraînez tout simplement en faisant une configuration électronique par jour. D'accord? Alors, concrètement, comment ça se passe en termes d'orbital? Comment ça fonctionne? Alors déjà, il faut savoir que pour une orbitale P, d'accord, je ne mets pas S parce que S c'est facile, hein, il n'y a pas trop de difficultés, mais pour les orbitales P, je vous rappelle, normalement on crée des cases, des cases comme ça. Voilà, donc ça c'est la case des orbitales P, donc du coup ça fait Px, Py et Pz. Et en fait, vous devez savoir, vous, les représenter, bien sûr, et c'est évident, sous un axe. Donc vous avez un axe X, un axe Y et un axe Z. Ça, vous devez savoir. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, on a les liaisons sigma qui font en fait le centre. Okay, pour moi, c'est clair qu'il faut bien comprendre que les liaisons sigma, c'est celle qui permet de faire la liaison la plus puissante. Donc en gros, c'est la liaison covalente la plus puissante. Et les liaisons pi, c'est ceux qui vont créer les liaisons doubles et les liaisons triples, qui sont du coup quelque chose qui vont être sur les côtés et qui vont pouvoir facilement se casser. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, en fait, on peut facilement par la suite créer, on va dire, les différentes orbitales. D'accord? Donc c'est-à-dire les hybridations. On va essayer de voir ça tranquillement. Donc là, vous avez certainement vu ça en cours, les liaisons covalentes avec ce qu'on appelle les orbitales liantes et non liantes. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Lorsqu'on va avoir des liaisons covalentes, donc lorsqu'on a affaire à des liaisons qui sont covalentes, il faut essayer de comprendre déjà la différence par rapport à une liaison ionique. D'accord? Les liaisons covalentes, c'est quelque chose qui est extrêmement solide, alors que les liaisons ioniques, c'est des choses qui ne sont pas du tout solides. Okay? C'est un phénomène électrostatique, donc ça peut facilement partir. C'est là, déjà, il faut bien comprendre le concept. Une fois qu'on a compris, on va pouvoir comprendre le concept en fait des énergies avec les orbitales liantes et non liantes. Alors en fait, ce qu'on explique, c'est que les orbitales moléculaires, c'est une combinaison qui est linéaire d'orbitales atomiques. Et pour se former, vous avez besoin d'une énergie qui doit être proche et avoir une symétrie identique. C'est pour ça qu'on va avoir des énergies qui vont être liantes et non liantes. D'accord ? Donc, pour faire simple et vous ne puissiez pas paniquer sur la manière dont on va expliquer les choses, c'est qu'en gros, vous avez en fait un système qui s'appelle le principe de Pauling. D'accord ? Le principe de Pauling. Et là, on parle bien de Pauling. Okay ?
La dernière fois, on parlait de Pauli, hein, qui était une règle du remplissage des couches. Là, on parle de Pauling. Et Pauling, en fait, c'est cette histoire d'orbital moléculaire liante et non liante. Donc, en gros, vous avez le recouvrement qui va être en phase pour les deux orbitales atomiques qui donnent naissance donc à des orbitales moléculaires liantes. D'accord? Je vous l'écris si vous préférez. En gros, les orbitales moléculaires, je mets OM hein, pour orbital moléculaire liante. Concrètement, ça veut dire que ça va être en phase. D'accord? Avec les deux orbitales atomiques. Et les orbitales moléculaires qui sont antiliantes, voilà, c'est quelque chose qui est non en phase. Ok? Il n'y a pas de phase là-dessus. C'est pour ça que vous allez avoir toujours cette dimension liante et non liante. Ok? Il faut bien comprendre ce concept-là. C'est pas quelque chose qui est hyper compliqué, mais il faut savoir après le dessiner. Donc on va un petit peu prendre du temps là-dessus pour construire des orbitales moléculaires, histoire que vous compreniez comment on fait en fait. Ok? Parce que c'est ça que moi je trouve personnellement difficile. En première année, quand on vous balance liante antiliante, on dit putain mais je comprends rien, ça veut dire quoi ce truc? Concrètement c'est ça. Alors, le mieux c'est de dessiner, et puis je sais que vous avez souvent des trucs comme ça à dessiner, donc on va essayer de comprendre. On va avoir une échelle en général d'énergie. Alors cette échelle d'énergie, on va par exemple représenter une molécule, d'accord? Donc on va chercher une molécule AB, on va prendre une molécule AB, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc qui n'est pas extrêmement symétrique, et puis on va essayer de voir. Donc par exemple, je prends une molécule où il y a la partie A et la partie B. Voilà, donc ça donne ma molécule. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les construire. Donc, pour le construire, je vais avoir l'atome ici, l'atome A. D'accord, l'atome A ici. Et puis cet atome A, on va rencontrer de l'autre côté un atome B. Ok, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin d'une orbitale. Donc on va mettre sigma étoile en fait, pour dire que ça va être antiliante. D'accord? Donc du coup, on va avoir besoin de construire un truc comme ça. Voilà, donc on va avoir voilà, quelque chose de antiliant comme ça, donc avec sigma. D'accord? Et là, on a donc ici dessiné la partie qui est liante. Et ici, on a dessiné la partie antiliante. Ok? Donc ça, c'est pour construire finalement une orbitale atomique, moléculaire, orbitale moléculaire, d'accord? Donc ça, c'est pour construire des orbitales moléculaires. Et là, bien sûr, j'ai pris une molécule qui n'était pas du tout symétrique, ok? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le cas où on prend une molécule qu'on dit dissymétrique, et ben, on va avoir par exemple l'énergie B qui va être inférieure à A en fonction du type de molécule, d'accord? Et dans les QCM, c'est ça qu'on va vous piéger. On va pas forcément vous piéger sur comment on construit ça, on s'en fout un peu, les profs ils s'en foutent. Ils vont plutôt vous faire des pièges sur, bah ouais, est-ce que dans une molécule dissymétrique de type AB, l'énergie de l'orbital B va être supérieure ou inférieure à A? En gros, c'est ce genre de questions que vous aurez. Pas des questions sur comment ça se construit, des questions plutôt de comment ça se construit, enfin comment ça se forme, ok? Avec des petits pièges comme ça qui arrivent très souvent, ok? Par exemple, il faut comprendre que l'orbitale liante, eh ben, elle est plus basse en énergie, principalement centrée sur B. Alors que l'orbitale antiliante, sigma étoile, eh ben, la plus basse en énergie, principalement centrée sur A. Ça, c'est le genre de QCM que vous pouvez avoir, c'est des trucs classiques, d'accord? Alors, je sais, hein, ça fait un petit peu peur comme ça quand je parle de tout ça, mais il faut bien comprendre les concepts là-dessus, d'accord? Alors, jusque-là, sigma, ça va. Mais lorsqu'on va parler des orbitales qui vont être pi, et du coup on va parler de recouvrement, et ben là ça risque d'être un petit peu difficile parce qu'on a les orbitales pi liantes et pi étoiles antiliantes, et le concept il peut être à peu près identique, mais c'est juste qu'il faut faire gaffe à la manière dont on va l'écrire, d'accord? Alors juste pour vous rappeler ce que je viens de raconter, en gros l'orbitale liante ici, je vais juste mettre un truc tout simple, il est centré sur B, d'accord? Centré sur B, alors que antiliante étoile, il est centré sur A. Voilà. Vous retenez ça, c'est le piège de QCM le plus classique que vous pouvez avoir. D'accord? Ok, ça va? C'est que d'abord, la priorité pour vous dans vos révisions, c'est de travailler sur SP, SP2 et SP3. Ok? Une fois que vous avez compris ça, vous avez clairement compris tout le reste. Ok? Mais quand je dis tout le reste, c'est vraiment tout le reste. Ok? Donc, là, on va travailler sur SP3, SP2, SP. Alors, vous avez bien sûr SP3D, SP3D2. Ceux-là, vous ne les voyez pas.
en première année, d'accord? Donc je n'en explique pas, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, bien sûr. Si vous voulez voir plein d'exemples en détail, ça peut être aussi intéressant pour vous de voir ça en détail, d'accord? Alors, on peut aller voir quelques exemples. Pour ça, je vous fais des petits rappels sur les différents types d'hybridation qui existent, histoire que vous ayez un peu les idées claires là-dessus, et que ça ne puisse pas vous faire trop peur, d'accord? Alors, par exemple, le classique, hein, ça va être votre fameux CH4. Donc, je vous fais un petit rappel anatomique là-dessus, un truc que vous connaissez déjà. Donc en gros, vous avez dans le CH4, donc qui est le méthane, qu'est-ce qui se passe? On a 2 S2 et on a 2 P2. D'accord? Donc, d'un point de vue énergétique, c'est quand même plus sympathique si les électrons, donc on voit qu'il y a un speed up, un speed down, c'est plus intéressant si un électron va venir se barrer vers un orbital P qui est vide, puisque d'un point de vue énergétique, c'est quand même beaucoup plus stable. Donc, du coup, on va faire une hybridation et on va venir hybrider S et P. Ça va vous permettre d'avoir ça. Ça vous donne donc 4 orbitales hybrides identiques et ça vous donne donc sp3. D'accord? Avec donc une forme géométrie VSEPR AX4 tétraédrique. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous, en général, vous maîtrisez assez simple et il n'y a pas trop de panique à avoir. En général, ça va. Alors, pour le repérer sans trop faire d'efforts, en fait, vous allez tout simplement compter le nombre de liaisons. Si on a 4, c'est CSS P3, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Ok, c'est hyper pratique. Et puis c'est tout à fait logique, puisqu'il faut bien combler les orbitales ici par des hydrogènes. Voilà, ici il faut mettre des hydrogènes, donc forcément on va créer des liaisons. À chaque fois que vous avez un trou, ça veut dire qu'il y a une liaison qui va se former. D'accord? Donc ça c'est SP3. SP3 facile. SP2, voyons un exemple avec SP2. Alors avec SP2, bon là je crois que j'ai pris l'éthylène. Voilà, l'éthylène. Alors en gros on va avoir 2 S2 et puis on va avoir 2 P2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie et on va hybrider une partie et l'autre on va pas le faire. Donc on va avoir finalement 3 orbitales qui vont être hybridées et une orbitale atomique qui va pas du tout être hybridée. Pourquoi? Parce qu'on est dans on va avoir une double liaison, du coup on n'a pas forcément un intérêt d'aller chercher une quatrième orbitale atomique, donc on a besoin que de 3. Okay, donc du coup ça vous permet finalement d'avoir ici 1, 2 et 3. D'accord, 3 liaisons qui vont être formées, et ça vous permet justement de créer forcément cette partie-là. Ok, donc trigonale. Voilà, donc AX3. Ok, ça va ça? Donc ça c'est pour l'éthylène par exemple. Et ensuite on va avoir SP. Voilà, donc les orbitales, les hybrides SP. Donc là, j'ai pris l'acétylène. Ok, c'est pas exactement la même chose que comment j'ai dit quoi tout à l'heure? L'éthylène. L'acétylène, c'est avec une liaison triple. D'accord? Donc l'acétylène, 1, 2, 3 liaisons triples. Ok, donc une liaison triple. C'est dur hein, de parler de ça. Donc, du coup, on a 2 S2. On a 2 P2, toujours pareil. Par contre, on va avoir besoin que de 2 orbitales hybridées et 2 orbitales atomiques qui vont être non hybridées. Ça va vous permettre de créer en fait, du coup, une liaison triple. Et puis, on va avoir quelque chose qui va être totalement linéaire. Ça fait AX2 linéaire. Voilà. Pour le modèle de Lewis, concrètement, vous avez plusieurs systèmes qui sont évoqués. Déjà, vous avez les électrons qui sont écrits sous forme de points. D'accord ? Ensuite, on va avoir les paires d'électrons, okay, qui vont être, eux, représentés sous forme de traits. Et après, classiquement, nous, on utilise la formule topologique, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc, admettons, là, je mets un composé A, je vais avoir des points, et je peux avoir une double liaison, d'accord? Donc, c'est un peu la représentation classique du modèle de Lewis, ça, ok? Donc, avec des doublés, on a un doublé ici qui est non liant. Voilà. On a des électrons libres, voilà par exemple, et puis on va avoir la liaison qui fait la liaison covalente. Ok, jusque-là, je pense que vous suivez le concept. Pas de problème. Alors pour faire un modèle de Lewis, ça se fait en plusieurs étapes, en 3 étapes. Il faut bien sûr écrire la structure électronique de chaque atome. Il faut relier un maximum de paires d'électrons ensemble, c'est la règle de l'octet en général, d'accord, avec les paires libres ou les paires liantes. Et puis vérifier bien sûr que l'octet fonctionne, d'accord.
Parce qu'il y en a qui ne vont pas respecter forcément l'octet. Ok. Donc un exemple très simple, si je prends par exemple l'oxygène, le carbone et l'oxygène, je vais essayer de construire la molécule de CO2 en fait. Ok. Si je prends bien l'oxygène, classiquement je vais avoir ici normalement 6 électrons. Ok. Je vais l'écrire comme ça. Le carbone, il y en a 4. Et puis l'oxygène, de l'autre côté, pareil. Voilà, il y en a 6. Ok, jusque-là, pas de problème, vous me suivez. Si je veux les relier, normalement, je devrais faire comme ça. Voilà. Et puis relier comme ça. Ok, ça, c'est le truc classique. Donc là, si je veux écrire le CO2, finalement, le CO2, ça s'écrit comme ça, quoi. CO2. Ok, ça, c'est le modèle classique. Ça, c'est quand on veut respecter le modèle de Lewis. Ok. Sauf que pour le CO2, c'est un petit problème technique quand même. C'est que, en fait, c'est un truc qui est délocalisable. Donc la molécule, en soi, n'est jamais statique dans le temps. Elle bouge. Ok. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Une fois que vous avez compris la règle de l'octet classique, on va un peu voir quelques exceptions. Ok, si vous voulez bien. Comme ça, vous aurez compris 2-3 éléments. Par exemple, on peut avoir cette molécule-là. Voilà. Donc ça, c'est BH3, hein, c'est celui qu'on a vu. Et qu'est-ce que c'est que ce carré-là qui vient d'apparaître? Qu'est-ce que c'est que ce carré? Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que ce carré-là, ce petit rectangle-là qui apparaît, souvent, ça vous fait peur. Et vous êtes en panique totale une fois que vous le voyez apparaître quelque part. Parce que lui, c'est une exception à la règle de l'octet. Il ne respecte pas tout à fait les règles de Lewis. Donc il faut qu'on voit un petit peu comment ça marche. Ok. Donc ça, finalement, ça va être tous les atomes de la colonne 13. Le bore, l'aluminium, par exemple. D'accord? Parce qu'on dit qu'ils sont électrodéficients. Voilà, ils sont électrodéficients. Donc il y a un défaut par rapport à la règle de l'octet, puisqu'on a 6 électrons autour de chacun d'eux, ce qui forme une lacune électronique. Ce machin-là, c'est une lacune électronique. C'est-à-dire qu'il manque des électrons. Ok? C'est pas logique. Voilà. Donc, le bore et tout ce qu'on appelle carbocation possèdent des lacunes électroniques. D'accord? Et les lacunes, ça permet de conférer à la molécule, du coup, ce qu'on appelle de l'acidité. D'accord? Donc, c'est une acidité assez particulière. Voilà, propre à ça, qu'on appellera, du coup, par la suite, les acidités de Lewis, les acides de Lewis. D'accord? Voilà, c'est là que ça vient le machin là. Ok? Alors on a d'autres exceptions, hein. On a ce qu'on appelle les hypervalences. Un exemple tout simple, par exemple, on a celui avec le soufre. Alors si je devais représenter le soufre, ça ferait comme ça. Voilà. Et donc le soufre, il manque un bout. Ici, on a un doublé. D'accord? Et puis bien sûr, le fluor, on a 3 doublés dans chacun de ces fluors. Voilà. Donc celui-ci, par exemple, d'accord, ça va dépasser la règle de l'octet. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir ce qu'on appelle une hypervalence. D'accord? Les hypervalences, comme PCl5, SF4, etc., etc., sont des hypervalences. D'accord? Et du coup, ça ne respecte pas forcément la règle du duet ni de l'octet. Et du coup, ça va pas forcément... c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a trop d'électrons qui viennent apparaître, okay, par rapport à la règle de l'octet. Voilà. On va prendre le tableau là. D'accord? Donc le tableau de la méthode VSEPR. Si vous voulez ce tableau, je vais vous le mettre en PDF, accessible directement au sein du groupe d'entraide de la Team Elite. D'accord? Ok, comme ça vous pourrez directement le télécharger puis vous entraîner avec. Ce tableau-là, il vous permet d'avoir à la fois tous les types on va dire de géométrie, les angles, l'arrangement, les liants et les non-liants, et bien sûr les exemples, puisque les exemples sont situés comme ça ici, voilà, en détail. Il y en a quand même pas mal. Alors il n'y a pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses dans ce petit tableau, donc n'hésitez pas bien sûr à travailler avec, parce que je trouve que c'est vachement bien pour progresser rapidement, d'accord? Alors la géométrie VSEPR, c'est un modèle qui a été créé un petit peu après par rapport au modèle de Lewis, et on va noter plusieurs formes. Donc on a la forme, alors là, comme c'est écrit, je vais garder comme ça, hein. On a AX, E, d'accord? Donc on a la forme A,
X et on a la forme E. D'accord? Ces trois trucs-là, il faut savoir les définir. Alors moi, je vais prendre un truc tout fait, comme ça on va gagner du temps. Donc en gros, on a ce machin-là. Voilà. Donc A, c'est l'atome central. D'accord? Ensuite, vous allez avoir les différents atomes qui sont reliés à cet atome central. Et ensuite, on va avoir E, c'est donc ceux qui ont des paires libres. D'accord? Voilà, les paires d'électrons libres. Donc ça, une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus besoin d'avoir de problème technique. Vous savez comment on va le mettre en place. Ok? Alors, le plus simple, toujours pareil pour illustrer ça, c'est de partir sur des exemples. Donc, des exemples, j'en ai des centaines. Donc, on va en faire quelques-uns ensemble. Comme ça, vous pourrez bien vous entraîner, bien comprendre le concept. D'accord? La molécule là, c'est quoi? Alors, la molécule là, c'est finalement, on pourrait dire presque un ion cyanure avec du soufre. Ok? Voilà. Donc, la formule brute, c'est Cn-. Voilà. Est-ce que c'est une hybridation déjà, alors de type, on va dire linéaire? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est trigonal? Est-ce que c'est tétraédrique? Qu'est-ce que vous en pensez juste en regardant cette molécule? Ok? Là, je vous fais l'étape juste où vous faites, vous regardez la molécule et vous trouvez. Voilà. Ensuite, on fera l'étape où je vous donne le nom, mais il faut trouver par vous-même. Voilà. On fera les deux étapes. Ok? Donc là, c'est assez facile puisque c'est linéaire. Dit linéaire, dit 180 degrés, et dit AX2. Voilà. Ok? Pas besoin de passer midi à 14h là-dessus. Ok? Là, c'est facile. On va continuer ensemble là-dessus. Alors, je vais continuer à vous en montrer quelques-uns et ensuite vous allez me dire directement ce que vous en pensez. Donc là, on a du NO3-. Ça, c'est l'ion nitrate. Ok? Cet ion nitrate, ce qu'on remarque si on regarde juste la géométrie, la manière dont il est fait, c'est qu'on a finalement un concept un peu trigonal. Ok? On a un truc en 3D, enfin trigonal plan. Donc ça fait AX3 et ça fait un triangle plan avec un angle de 120 degrés. Voilà, ça c'est trigonal plan. Ok? Comment on fait pour savoir les angles lorsqu'on n'a pas les molécules et qu'on doit les dessiner? On va faire un exemple après, tu vas voir, c'est pas forcément hyper évident, je te l'accorde, mais il faut un peu réfléchir à la manière dont ça va se construire. Alors avant ça, je vous fais encore quelques exemples, histoire que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes là-dessus, avant que j'attaque des trucs un peu plus durs. Par exemple, celle-ci, là, avec le chlore et 3 fluor, quel type de géométrie c'est? Donc là, si on veut juste, en regardant, hein, on se dit, ah, tiens, je regarde à quoi ça ressemble. Alors, celui-ci, je trouve qu'il n'est pas non plus si évident. Ouais, si évident que ça, tout de suite, là, comme ça, cache. Et après, bien sûr, moi, je vais vous donner les astuces pour aller très vite. C'est logique. Ok? Je suis là pour ça. Ok? Je suis là pour vous donner les astuces, c'est le but du jeu. Alors, tu me dis trigonal, j'imagine. Alors, si tu vas trop vite, tu vas mettre trigonal. Si tu vas trop vite, tu mets trigonal, effectivement. Et sinon, c'est pas ça. Alors, là, il faut légèrement remanier la molécule, je dirais, parce qu'on la voit pas forcément bien, là, comment c'est construit. En gros, j'ai le chlore. Et en fait, je vais mettre... ce que je vais essayer de faire pour que vous puissiez bien comprendre. À la limite, je vais faire comme ça, ouais, ce sera plus facile. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. C'est-à-dire que les doublés, je les mets de ce côté-là. Et là, les fluors, je les mets ici. Et finalement, si vous remarquez bien, là, j'ai... Alors, c'est un T qui est à l'envers. Okay, là, on voit une forme de T ici. Voilà. Donc là, en fait, on a une forme de T. Ok? Voilà. Donc, la technique, c'est aussi de savoir, ok, très bien, mais quel est finalement l'arrangement? Donc là, c'est du AX3E2. Et comment on sait ça en moins de 2 secondes? Et c'est facile, je vous montre. AX3, 1, 2, 3. E2, E2, je vais changer de couleur. E2, il y en a 1, 2. Voilà. Vous comptez le nombre de doublés qui est liant et de doublés qui sont non liants. Et vous trouvez en 2, 2. Si vous savez AX3E2 et que vous avez dans votre tête quelle géométrie ça correspond, vous n'avez même pas besoin de construire la molécule.
vous savez tout de suite ce que c'est. Donc je vous conseille bien sûr, parce qu'on a à peu près 12 à 15 à connaître, de les connaître linéairement. Vous apprenez AX3E2, bah, c'est la forme en T, etc. etc. Ok. Donc bien sûr c'est un peu de gymnastique, hein, c'est pour ça qu'il faut réviser un petit peu tous les jours. Ce truc-là, il faut le réviser, je dirais, vous faites 1, 2, 3, 4 exemples par jour. Ça vous fait pas de mal, c'est facile hein, en général. Ok. Ça va? Alors maintenant on va le faire, mais cette fois je vous donne pas la forme, faut le trouver. Alors, je vous en mets un, c'est AlCl3. Voilà, AlCl3. Comment on construit déjà cette molécule? Alors, normalement, si je n'ai pas trop de panique à avoir, je me dis ça fait comme ça. Al, Cl, Cl, Cl. Ça paraît logique d'écrire ça. Hein. Ok? Voilà. Là, pour moi, c'est bon. Ok? AlCl3, ça va. Le seul truc, c'est, rappelez-vous, on est sur la colonne 13. Donc du coup, on a une lacune électronique comme pour le bord. Donc du coup, on doit mettre ici notre petit rectangle. Là, c'est bon. J'ai réussi à écrire la molécule sans problème. Et ensuite, derrière, hop, je vois qu'ici, il y a un triangle. Donc du coup, ça fait AX3. Et ça fait trigonal plan. Ok, triangle plan. Et donc 120 degrés. Alors après, à force de vous entraîner, vous verrez qu'en fait, juste en ayant le nom, hein, je pense que tu as fait ça, et bah du coup, AX3, on le repère tout de suite dans le titre, en fait. Et on n'a pas besoin de faire des détails, puisqu'on sait déjà tout de suite concrètement comment ça marche. C'est ça qui est pratique. Alors il sert à quoi le rectangle? Je rappelle, le rectangle, c'est une lacune électronique. C'est lorsqu'on a des hypervalences, ok, et du coup, il y a un manque d'électrons. Là où il y a le T, c'est trigonal. Quel T? Dans la molécule là? Non, dans la molécule d'avant. Celui-là, là? Celui-ci, là? Celui-ci, il n'est pas trigonal. Parce que j'ai dû le remanier. J'ai dû le remanier pour lui former un T. Ok? Voilà. Alors, si vous voulez aussi, il y a un truc important. C'est que les lacunes électroniques n'interfèrent pas, ok, dans la structure de la géométrie. Donc ça, vous pouvez noter comme piège de QCM, les lacunes électroniques, ça n'intervient pas dans la géométrie VSEPR, on n'y prend même pas compte. Ok. Alors que lorsque vous avez des doublés ici, bah, ça va venir interférer dans la géométrie, donc vous devez les prendre en compte pour savoir la géométrie que ça va former. Ok. Voilà. Et donc du coup, bah, celui avec ClF3, et bah, ça fait une forme de T. Donc là, c'est une forme de T. Il est à l'envers, hein, le T. Hein. Ok. Et concrètement, c'est ça. Je vous le fais à l'envers, si vous voulez. En gros, là, on met les ici. On met ici le chlore. Et ensuite, on a les fluors ici. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Voilà. Et là, ça fait bien une forme de T. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'expérience, un petit peu de réflexion, un petit peu d'entraînement. Et puis une fois que vous avez ça en tête, nickel. Hein. Ok.